D'accord, on va ouvrir une petite contribution. Il est 12h11, mais en fait, on a prévu un petit réaménagement parce qu'il y a les étudiants qui devraient passer et une partie sont en examen. Donc, on va intervertir avec Noro. Parce que c'est vendredi. C'est vendredi, d'accord. On peut enchaîner avec Dr. Diahy. Mhm. D'accord. Votre attention, s'il vous plaît. Alors, nous allons écouter le docteur Nuhu Diaby, qui travaille au niveau du laboratoire de traitement des eaux usées, peut-être le responsable, je pense. Voilà. Et il est également conseiller technique du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc, docteur Diaby, toutes nos félicitations pour vos nouvelles fonctions. Et vous avez la parole. Voilà. Puisse Dieu vous accompagner dans ces missions. Merci beaucoup, professeur. Donc, je voudrais, à l'entendre de mon propos, d'abord dire quelques mots de remerciement à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, en commençant par le recteur, également le directeur de l'UFR Santé, mais également par le chef de département. Et remercier le président de notre association, la Société sénégalaise de microbiologie, professeur Boy, et la vice-présidente, professeur Koumbe Touré, ici présente. Et remercier également professeur Seynaboulo, notre secrétaire général, et tous les membres de notre société. Euh, Rendre un hommage ici aussi à une dame qui est l'avocat du secteur de l'environnement dans la RAM. Je vous nommer Madame Dabassène de la direction de l'assainissement. Elle nous défend partout. Je pense que si je suis ici, c'est en partie grâce à elle. Donc, remercier aussi le partenaire, donc Pfizer, pour l'accompagnement qui a permis donc la tenue de cet atelier. Après la santé animale, la santé humaine, nous allons parler un peu du secteur de l'environnement, qui depuis quelques années quand même vient en force. Et aujourd'hui, tout à l'heure, le professeur Doupa disait qu'on s'est déjà rencontré à Ziguinchor dans le même contexte. Donc, le secteur environnement joue un rôle très important. Ma présentation donc va porter sur la contribution du secteur de l'environnement dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens selon une approche One Health. Donc, une brève introduction. Je ne reviendrai pas en détail sur la place et l'importance de la RAM. Je pense que après, professeur Koumba Touré, je pense que je n'ai rien à ajouter. Et après, on parlera de la surveillance environnementale en général, avant de venir maintenant à la surveillance de la RAM dans l'environnement, en parlant des innovations et des défis, l'importance de la collaboration intersectorielle. Euh,
Les prédécesseurs ont déjà parlé donc, du problème multidimensionnel qui est la résistance aux antimicrobiens, qui affecte l'économie, l'environnement, la santé humaine, la santé sociale, la santé animale. Et elle est très répandue chez les humains, les animaux, les végétaux, mais aussi dans l'eau. Et l'eau est connue comme étant un lien. On a un lien avec l'eau. Les humains ont un lien avec l'eau. Les animaux ont un lien avec l'eau. La nature, de manière globale, a un lien avec l'eau. Et les eaux qui viennent de nos activités, que ce soit les activités domestiques, agricoles, industrielles, sont collectées en principe et envoyées dans des stations de traitement. Quand il n'y a pas de réseau de traitement, les eaux sont collectées dans des fosses, les camions viennent les prendre et vont les amener dans des stations de bourre-vidange. Mais ces eaux-là peuvent devenir des sources de collecte de résidus d'antibiotiques. Parce que les antibiotiques que nous consommons quand nous sommes malades, une partie est éliminée. Ensuite, nous avons un réflexe au Sénégal, en tout cas beaucoup ont ce réflexe, quand un médicament est périmé, on jette dans les toilettes. Et ensuite, on utilise beaucoup de détergents, de savons antimicrobiens, tous ces produits-là, surtout dans les eaux. Donc, ça devient un milieu de sélection. Et donc, ça donne un environnement qui est très favorable au développement des bactéries résistantes et de leur gènes. Si on en vient à la surveillance environnementale, que je vais ici comparer avec la surveillance traditionnelle que j'appellerais la surveillance clinique. Pour la surveillance clinique, en général, on suit les symptômes. Et même pour la rame aussi, on va suivre que les malades qui vont venir à l'hôpital. On ne verra pas les malades qui viennent pas à l'hôpital pour diverses raisons. Quand quelqu'un vient, il y aura des tests. Si quelque chose est positif, il y a une remontée de l'information, donc le long de la pyramide sanitaire, et les données pourront être traitées. Donc, j'ai mis dans un schéma une comparaison. Sur la surveillance clinique, il y a infection. Après infection, on peut avoir des symptômes. On peut aussi ne pas avoir de symptômes. Par exemple, pendant la COVID. Ceux qui ont les symptômes, certains vont aller à l'hôpital ou bien dans un établissement de santé. D'autres n'iront pas pour diverses raisons. Soit on n'a pas les moyens, soit même parfois on cache sa maladie. Une maladie comme Mpox qui sévit à Dakar, quelqu'un peut l'avoir et ne pas vouloir qu'on sache cela. Donc rester chez lui. Ceux qui sont en interaction avec le secteur de le système de santé pourront être diagnostiqués. Il y aura des tests de labo. Le test peut être positif ou négatif. Quand le test est positif, on peut compter les cas. Donc, on a une information réelle sur les cas, mais que les cas qui sont arrivés à l'hôpital. Par contre, ceux qui n'ont pas de symptômes, ou bien ceux qui ont des symptômes, mais ne sont pas allés à l'hôpital, cette information-là, on va passer à côté. Donc, si on suit la surveillance clinique, on a de l'information sur des cas confirmés, mais cela nécessite une interaction individuelle avec le système de santé. Il faudrait que la personne se lève de chez elle et aille dans une structure de santé pour qu'on puisse détecter donc sa maladie ou son infection. Si on prend l'épidémiologie basée sur les eaux usées, on part toujours de l'infection. Qu'on ait des symptômes ou pas, le pathogène sera excrété. Et quand ça va être excrété, ça va finir dans le réseau des eaux usées. Soit on est dans un système connecté, ça va aller dans les stations de traitement, soit on est dans un système non connecté, les camions vont venir prendre et ça va aller dans les stations de bourre-vidange. Un seul échantillon d'eau usée peut être testé, quantifier les copies de virus ou bien la quantité de bactéries. Et quand c'est positif, on peut estimer, à travers des modèles mathématiques, on peut estimer la population infectée. Donc, dans la surveillance de l'environnement, on n'a pas forcément besoin d'une interaction avec le système de santé. Mais on ne donne pas de cas, on estime, on ne donne pas de cas confirmés. Et donc, nous pensons que si on combine les deux, on peut avoir plus d'informations sur la surveillance des épidémies, y compris sur la surveillance de la rame. Donc, les limites qu'on peut tirer dans cette analyse, c'est que dans la surveillance traditionnelle,
tous les malades ne vont pas forcément dans les structures de santé. Et donc, ne sont pas tous détectés. Il y a des maladies, les malades asymptomatiques qui sont porteurs. Il est donc impossible, si on se limite à la surveillance clinique, de capter toutes les informations. Il y a une information qui sera perdue et donc il est probable qu'il y ait des pathogènes, y compris des pathogènes résistants, qui vont circuler sans qu'on le sache. Ce qui va réduire nos stratégies donc de lutte contre les épidémies. Dès lors, il devient important de disposer de méthodes complémentaires. C'est des méthodes qui vont venir s'ajouter à ce qui se passe et la surveillance environnementale en fait partie. On l'appelle communément l'épidémiologie basée sur les eaux usées. Les eaux usées peuvent venir de nos maisons, eaux usées domestiques, les eaux noires, peuvent venir de l'industrie, peuvent provenir des hôpitaux, des établissements de santé, mais également du ruissellement. Tout à l'heure, Dr Faye a parlé de l'agriculture, de l'aquaculture. Donc, toutes ces eaux-là de ruissellement peuvent contenir, donc, peuvent aller vers les stations. On a un réseau d'égouts, parfois. Parfois, on n'a pas de réseau d'égouts. D'ailleurs, au Sénégal, la majorité des gens n'ont pas de réseau d'égouts. Ils ont des fosses dans les maisons. Donc, ces fosses qu'on appelle assainissement non connectés, donc, sont collectées et amenées dans les stations de bourre-vidange. On dit souvent que les eaux usées représentent une communauté. Juste un exemple, dans ce bâtiment, en tout cas dans ce lieu, on prend le point de sortie des eaux usées, le dernier point de sortie, on fait une analyse, on a une information sur la communauté. Ça a été utilisé même dans certains pays pour voir dans une communauté quels sont les types de drogues que les gens prennent, juste en analysant les eaux usées. On peut savoir s'il y a des drogues, il n'y a pas de drogues. Si telle maladie est là ou non, qu'il y ait des gens qui sont cliniquement malades, qui l'ont déclaré ou pas. Donc, les eaux usées représentent la communauté. Que ce soit dans nos maisons, dans nos lieux de travail, à l'hôpital, il y a toujours des eaux usées qui sont produites. Et quand c'est des fosses, le camion va l'amener à la station. Quand c'est le réseau, ça passe par le réseau pour aller à la station. Donc, un échantillon nous donne l'information sur la communauté. Notamment, quand on cherche certains pathogènes, aujourd'hui, avec Mpox ou bien fièvre de la vallée du Rift, on peut faire une surveillance dans les eaux usées. On peut prendre le réseau, déterminer un pas d'échantillonnage et aller collecter juste avec le kit PCR, voir est-ce que le virus est là ou pas. Ça permet de cibler donc la communication et de mieux lutter. Donc l'environnement joue un rôle très important dans la propagation de la rame. Pourquoi? Les eaux usées, en fait, contiennent tout ce qu'il faut pour développer la résistance aux antimicrobiennes. Parce qu'il y a les résidus des médicaments, il y a les bactéries et il y a de la nourriture. Parce que la saleté qui est dans les eaux usées, c'est la nourriture des bactéries. Donc, on a un environnement favorable. Et comme les eaux usées, traitées ou pas, finissent dans l'environnement, c'est un moyen de dissémination. Prenez Dakar, la capitale de notre pays, les eaux usées finissent en mer. Et on se baigne dans cette même mer. Donc, quand il y a des problèmes dans ces eaux-là, vous voyez donc l'impact que ça peut donner. Donc, l'environnement contribue à la propagation. L'agriculture. L'utilisation d'antimicrobiens, d'antifongiques, ce qu'on appelle les insecticides ou en tout cas les fongicides, ça peut favoriser aussi le développement de la résistance et avec le ruissellement également, ça va disséminer cela. Les déchets biomédicaux, un gros problème dans notre pays. On en fait quoi? Non seulement les eaux usées qui sortent des hôpitaux, mais les autres types de déchets. Ça peut aussi entraîner la libération donc, de ces bactéries résistantes dans l'environnement. Donc, nos activités vont produire donc, des polluants biologiques et chimiques qui tous finissent dans l'environnement. Et donc, on a ce cocktail qui va se retrouver et qui va favoriser donc le développement de la résistance. Et comme dans l'environnement, les micro-organismes vont vivre ensemble, donc certains micro-organismes qui sont très gentils, qui ont appris à lutter contre certains antibiotiques, vont passer juste donc, la solution à leurs voisins par le transfert de gènes, et leur voisin va aussi apprendre à lutter contre, etc.
Voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, y compris également nos usines qui fabriquent les produits de soins et qui utilisent beaucoup de produits antibactériens également. Tout cela finit dans l'environnement et donc va finir par renforcer la résistance. Donc, le ruissellement, donc ici, la photo en haut, d'ailleurs, c'est la plage de Cambérène à Dakar. Donc, où on a moi, j'ai cartographié au moins 5 ou 6 points de rejet, comme ça, direct, sur la plage. Les gens jouent. Quand le ballon entre dans l'eau, ils vont aller entre les pieds, avec les pieds chercher le ballon, sans problème. Ça gêne personne. On peut se mettre là-bas à regarder. Et les gens n'ont même pas conscience de cela. Donc, vous voyez, c'est un cocktail qui est très dangereux. Donc, l'agriculture, donc avec les produits, l'élevage, surtout l'élevage, l'aviculture, donc utilise beaucoup d'antibiotiques. Et donc, ça finit d'ailleurs dans nos assiettes avec les poulets. Si on ne respecte pas les délais, donc avant l'abattage donc des animaux. Donc, le plus grand risque, comme je viens de le dire, c'est d'enrichir l'environnement avec ces bactéries et ces gènes. Parce que tout simplement, on a un environnement favorable avec les bactéries, leur nourriture et les sélecteurs, ce qui va permettre aux bactéries d'apprendre à résister. Donc, au Sénégal, tout à l'heure, le docteur Faye a parlé de données. Effectivement, dans le secteur de l'environnement, on n'a pas beaucoup de données. On n'a pas de données. Il y a une étude pilote qui n'est pas encore publiée, qui a été réalisée par le docteur Cherpal de l'Institut Pasteur. Très intéressante, avec des résultats vraiment, vraiment importants, mais ce n'est pas encore publié. Les données qui existent, c'est plus dans le secteur de la santé humaine et de la santé animale. Donc, d'où l'intérêt, justement, de la composante environnementale. L'étude pilote dont je viens de parler, donc, a fait la surveillance des eaux usées dans des hôpitaux, dans des stations de traitement des eaux usées et dans des abattoirs. Donc, c'était à Tivaouane, à Thiès, à Rufisque et à Dakar. Et ils ont trouvé la présence pratiquement dans tous les échantillons d'E. coli BLSE, d'entérocoque résistant à la vancomycine, de Klebsiella, de salmonelle. C'était les 4 qui étaient suivis, donc résistants. Nous avons également accueilli une doctorante qui travaille à l'Université de Bordeaux, dans notre laboratoire, et qui a fait des essais et qui a détecté des bactéries résistantes dans les eaux usées de l'IFAN, qui sont supposées être des eaux usées domestiques entre guillemets, parce que c'est juste des toilettes. Mais il a trouvé des E. coli, des entérocoques, et aussi des gènes, qu'il a suivi des gènes de résistance, et même des résidus d'antibiotiques ont été trouvés dans ces eaux-là. Nous avons une station d'épuration dans notre laboratoire. On a testé l'efficacité de ces stations d'épuration dans l'élimination des bactéries résistantes et des gènes. Ça diminue, mais il en reste quand même, il y a une persistance donc, dans les rejets. Cela veut dire quoi? Que même nos stations d'épuration qui traitent et qui rejettent l'eau vont rejeter des eaux qui contiennent des bactéries résistantes et des gènes résistants, donc ce qui va contribuer à la propagation. Nous avons actuellement 2 projets en cours. Donc, un projet qu'on appelle SENRAM, donc surveillance environnementale de la rame à Dakar, et un autre projet donc, de surveillance active avec la FAO, et où on a ciblé justement les régions de Saint-Louis et de Dakar. La cartographie des sites de suivi vient d'être réalisée. On attend juste sa validation pour commencer donc cette surveillance-là. Ce qui permettra justement de contribuer à résorber le gap de données. Justement, ce gap de données constitue un des défis. On n'a pas assez de données, de documents sur la résistance antimicrobienne dans l'environnement au Sénégal. On n'a pas de données. Donc ça, c'est un défi. L'autre défi, c'est les infrastructures. Le professeur vient de dire cela. Les équipements qui sont, les laboratoires qui sont suffisamment équipés. Hier, nous avons reçu une visite d'audit dans notre laboratoire avec la direction de laboratoire et une mission de, j'ai oublié encore la structure. Ils sont venus évaluer un peu. Il y a un problème d'infrastructure et d'équipement au niveau des laboratoires pour faire toute la chaîne d'analyse, donc depuis la détection, l'isolement, jusqu'à l'antibiogramme, et donc la remontée de l'information. L'autre défi, c'est d'institutionnaliser la surveillance de la rame dans l'environnement, parce que pour l'instant, c'est des projets. C'est des projets de recherche, on met des masters, des PhD. Il n'y a pas encore une institutionnalisation et une systématisation de la surveillance de la rame dans l'environnement. Ça, c'est un autre défi.
Un quatrième, c'est le financement. Parce que toutes les activités que nous réalisons aujourd'hui, c'est à travers des projets avec des partenaires ou des grants que nous le faisons. Donc, il n'y a pas encore aussi un financement public de la surveillance sur la rame dans l'environnement. L'autre défi, c'est l'efficacité de nos systèmes de traitement d'eau usée. Est-ce que les eaux usées qui arrivent dans nos stations qui sont traitées donc, sont suffisamment bien traitées pour que l'eau qui sort soit de meilleure qualité? Les stations n'ont pas été construites pour traiter ces genres de polluants-là. Une station d'épuration, elle est traitée en général pour traiter la matière organique et les nutriments. Parce que le but, c'est d'éviter l'eutrophisation dans l'eau de mer ou bien dans les fleuves où c'est jeté. Mais ce n'est pas fait pour éliminer les polluants émergents. Ça, c'est aussi un défi. Et donc, le dernier, c'était comment améliorer maintenant, comment faire pour les améliorer. L'innovation pourrait y jouer un rôle. D'abord, systématiser la surveillance dans l'environnement. La surveillance de la polio dans l'environnement est systématisée. On pourrait, dans ce même cadre-là, systématiser cette surveillance de la rame dans l'environnement. C'est une des solutions. Ça peut permettre d'évaluer l'utilisation. Donc, on peut quantifier les résidus d'antibiotiques dans l'environnement et voir comment ça évolue. Ça peut permettre de détecter et de surveiller l'émergence et la propagation de la résistance. On n'attend pas que quelqu'un soit malade et qu'on découvre qu'il y a une BMR, mais on regarde les eaux usées, on regarde l'environnement, on regarde l'air, etc., pour détecter. Après, donc, c'est l'émergence de cette. Ça peut améliorer le bon usage parce que les données sont des outils d'aide à la décision. Les données qui vont être produites dans la santé environnementale, dans la santé humaine, dans la santé animale, mis ensemble, vont permettre d'améliorer l'usage. La surveillance de l'environnement est très importante parce que on va pouvoir suivre l'utilisation des antimicrobiens dans une communauté. Surtout dans les endroits où il y a un réseau d'égouts. On peut suivre dans la communauté. Même dans nos universités, par exemple, on a les résidences des étudiants qui sont organisées, on peut faire de la surveillance dans la communauté. Et ça donne une information sur les tendances et sur les changements. Ça peut permettre une détection précoce. Comme je l'ai dit tantôt, on n'attend pas qu'il y ait des malades, qu'on découvre ça à l'hôpital, mais on peut le découvrir avant l'hôpital. Et dans les cas aussi où la personne n'est pas allée à l'hôpital, en surveillant les eaux usées, on peut avoir l'information. Et puis, avec ces données, on peut définir les propriétés de résistance et voir les niveaux et les types de résistance aux antimicrobiens qui sont présents dans la communauté. Si on veut l'appliquer donc dans le bon usage des antimicrobiens, la surveillance de l'environnement, on a les méthodes de détection rapides qu'on peut utiliser pour voir la présence de bactéries résistantes dans l'eau. On peut avoir une surveillance à temps réel. On n'attend pas qu'il y ait des malades, comme je l'ai dit tantôt. On peut avoir une intervention ciblée. Je reprends encore l'exemple à Dakar. À Dakar, il y a 51 stations de pompage qui alimentent la station de Cambérène. Chaque station de pompage polarise quelques quartiers. Par exemple, Parcelles Assainies, Pikine, Almadies, etc. Si on détecte quelque chose à la station de Cambérène, sur un seul échantillon, on peut essayer de remonter pour voir c'est où le point chaud. Donc, on peut aller voir est-ce que c'est aux Almadies, est-ce que c'est aux Parcelles Assainies. Et ça peut aider à cibler même la communication et pour attirer l'attention donc sur les stratégies. Et puis, ça va nous permettre aussi d'évaluer les programmes. Une fois qu'on fait cette surveillance-là, il y a des programmes d'intervention pour faire la promotion du bon usage des antimicrobiens. On peut voir est-ce que ça a un effet ou pas. Est-ce qu'au bout d'un certain temps, la quantité, le type de résistance qu'on trouve, etc., est-ce que ça baisse ou ça baisse pas? Ça également, c'est une application de la surveillance de l'environnement. Autre innovation, c'est améliorer le système de traitement des eaux usées. Comme je l'ai dit tantôt, nos stations sont dimensionnées pour traiter la pollution, entre guillemets, normale.
pas pour enlever les antibiotiques, pas pour enlever les polluants émergents. Mais il y a des technologies de filtration avancées qui peuvent permettre d'éliminer des bactéries résistantes dans l'eau. L'utilisation également de technologies de rayons ultraviolets, ça se fait à Cambérène, mais pas sur toute l'eau, sur une partie de l'eau. Ça se fait et on voit les résultats. On a eu à faire des analyses à la station d'épuration de Cambérène, dans la zone où les eaux en traitement tertiaire sont traitées aux UV. On voit qu'il y a pratiquement plus de bactéries donc, dans ces eaux-là. Une autre innovation, c'est de promouvoir les pratiques agricoles durables. L'agriculture contribue beaucoup à la propagation de la rame dans l'environnement. Réduire l'utilisation d'antimicrobiens dans l'agriculture, c'est d'adopter des pratiques d'élevage préventives pour réduire les besoins en antimicrobiens. La gestion des déjections animales. Les animaux qu'on a traités avec les antibiotiques, la collecte de ces déjections-là, qui souvent sont utilisées également comme du fumier organique qu'on met dans nos champs, le ruissellement va venir et donc ça va contaminer l'environnement. Donc, leur bonne gestion permet de prévenir la contamination de l'environnement. Et puis, l'agriculture biologique, quand c'est possible, en tout cas, promouvoir des méthodes qui respectent plus l'environnement. Donc, pour mieux lutter contre la résistance aux antimicrobiens, l'approche One Health avec la collaboration multisectorielle va jouer un rôle important. Donc, au niveau de la santé humaine, ça permettrait de réduire les infections et la résistance aux antimicrobiens chez les humains. Au niveau de la santé animale, ça permettrait d'améliorer la santé animale et de réduire l'utilisation d'antimicrobiens dans les élevages. Et puis, dans la santé environnementale, réduire la contamination des eaux et des sols par les antimicrobiens et les gènes de résistance. Cette collaboration, le secteur de l'environnement a une contribution à faire. D'abord, c'est de surveiller les bactéries et les gènes qui circulent dans les eaux usées, que ce soit les eaux domestiques, les eaux des hôpitaux et les eaux des abattoirs. Et là, comme je l'ai dit tantôt, nous avons un projet pour lequel aujourd'hui tout est fin prêt, qui n'attend qu'on valide les sites pour commencer à faire cette surveillance-là, qui permettrait justement d'avoir des données sur l'environnement. Mais aussi, c'est de quantifier ces bactéries et ces gènes dans les eaux qui échappent au traitement, parce que tout ne va pas au traitement. Comme on l'a vu tout à l'heure sur la photo à Cambérène, il y a une partie qui va directement en mer, donc il faut faire la surveillance là-bas, mais aussi dans les eaux de surface, dans le fleuve, dans les lacs, dans la mer, etc. Ça également, c'est une contribution du secteur de l'environnement qui est possible. Évaluer l'efficacité de l'élimination des bactéries et des gènes par nos systèmes de traitement. Il y a une station ici à Saint-Louis, il y en a à Louga, il y en a à Thiès, il y en a à Diourbel, etc. Est-ce que ces stations-là sont efficaces dans l'élimination des bactéries? Sinon, comment les améliorer? Ça également, le secteur de l'environnement peut y contribuer. Et puis, le secteur permet également de suivre l'évolution de nouveaux pathogènes résistants. Puisqu'on fait une surveillance active, s'il y a quelque chose, on découvre de nouveaux pathogènes résistants, on peut tout de suite alerter pour que cette question-là puisse être prise en charge. Voilà, pour conclure, je dirais que la résistance aux antimicrobiens, c'est un problème croissant qui nécessite une approche intégrée, incluant une analyse quantitative et qualitative. Et je pense que cette approche intégrée, le Sénégal l'a très bien compris. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous sommes là. Et ça, c'est un des moyens également de lutter. L'environnement joue un rôle très important dans le développement de la rame, car ça constitue un habitat aussi bien pour les bactéries que pour leurs gènes. Les données quantitatives sur la dissémination de ces bactéries dans les stations d'épuration ou dans les eaux usées de manière globale vont permettre de mettre en évidence la contribution des eaux usées donc, à la rame et trouver des technologies pour améliorer ce qui existe dans le traitement des eaux usées pourrait grandement contribuer à freiner la propagation de la rame. L'environnement regorge d'importants sites d'exposition pour les humains, pour les animaux, et donc, par conséquent, une approche One Health, comme on le fait actuellement, qui prenne en compte l'environnement, permet aussi de limiter la propagation de la résistance aux antimicrobiens.
Et donc, pour finir, je dirais que la surveillance de l'environnement pourrait apporter une contribution dans cette lutte-là et la recherche devra y jouer un rôle très important. Je vous remercie de votre attention.